Bien, bonjour à tous. Merci pour cette invitation. Je voudrais remercier tout le comité scientifique. C'est un plaisir d'être là avec vous pour partager ces notions d'échographie. Et puis, c'est un honneur de démarrer ce congrès. Donc, ce qu'on m'a demandé de faire, c'est de vous montrer un petit peu les innovations qu'il va y avoir en échographie thoracique. Alors, échographie thoracique, c'est le couplage de l'échographie cardiaque et pulmonaire. Laurent Zilieszkiewicz rentrera dans les détails tout à l'heure. Et je vais essayer de vous montrer ce qui va changer dans les années qui viennent. On me met dans la lumière. Voilà. Alors, j'ai choisi de vous parler en fait de trois choses. Ce qui va changer, c'est d'abord qu'on va, grâce aux études, identifier des phénotypes d'état de choc qui vont vous permettre de dire là il faut que je remplisse, là il faut que je donne des vasopresseurs, là il faut que je donne des inotropes. Donc en fait c'est des vieilles notions qu'on va un petit peu exhumer et pour lesquelles on va vous donner des cut-offs qui vont vous permettre de prendre des décisions. Et ça c'est un vrai progrès. Deuxièmement, vous allez voir que les constructeurs vont nous fournir des machines intelligentes qui vont nous permettre d'automatiser les mesures des vélocités, des ITV, de la fonction myocardique. Et ça va nous permettre d'avoir moins de variabilité interopérateur. Et c'est un vrai avantage. Et puis grâce à tout ça, on devrait pouvoir arriver à construire des algorithmes qui vont nous permettre de pouvoir raisonner vite en situation critique et de mieux former tous les apprenants en échographie. Évidemment, tout ça, on l'espère, permettra d'améliorer le pronostic des patients. Donc, première chose, comment reconnaître avec une bonne sécurité qu'un patient a une hypovolémie, a une vasoplégie ou une défaillance myocardique. Alors, si je prends ici, si je poule des grandes études publiées dans le New England, donc revue prestigieuse, il y a à peu près 15 000 malades là. Et quand on regarde ce qu'on fait tous dans les états de choc, le premier traitement, quelle que soit la cause de l'état de choc, même dans le choc cardiogénique, les malades reçoivent des fluides. Donc la première question qu'on va poser à une échographie cardiaque et pulmonaire, c'est comment je dois gérer les fluides. La deuxième chose, c'est que 50% des patients vont recevoir des vasopresseurs. Et puis, les inotropes, c'est que 15% des cas. C'est-à-dire qu'en gros, si vous dégainez de la dobutamine plus d'une à deux fois par semaine, c'est probablement que vous donnez trop d'inotropes, et on sait que l'excès d'inotropes aggrave le pronostic. Donc en fait, un moniteur hémodynamique, il sert surtout à gérer le remplissage et les vasopresseurs. Alors on sait que ce remplissage, qui est finalement ce que je vais faire dans 100% des cas, il est délétère quand il entraîne une hypovolémie, à gauche de l'image. Mais surtout, cette hypovolémie, elle nous a occupés pendant trop longtemps. Et ce qu'on sait maintenant, c'est qu'un moniteur hémodynamique doit nous permettre d'arrêter le remplissage. Parce qu'en fait, la surcharge hydrosodée est à l'origine de complications. Et si je mets ici la mortalité en ordonnée, le temps en abscisse, et puis, vous le voyez ici, différents niveaux de balance hydrosodée, balance négative, balance nulle, plus 3000, plus 8000, j'ai clairement une fonction linéaire, c'est-à-dire que la mortalité va augmenter avec la balance hydrosodée. Donc je dois être obsédé quand je fais du monitorage hémodynamique, du remplissage vasculaire, par le fait de ne pas entraîner d'accumulation de fluide. Alors vous pourriez me dire, ok, c'est quoi une accumulation de fluide ? Il y a cette étude magnifique, publiée dans le JAMA, je pense que celle-là, tout le monde devrait l'avoir lue, qui vous montre à partir de quel volume de fluide les ennuis commencent. Ça, c'est une étude qui a été faite en Zambie. C'est des malades septiques qui arrivent aux urgences, et en Zambie, les ressources sont limitées. Donc en fait, quand vous arrivez aux urgences avec un sepsis, soit vous survivez à la première ligne de traitement, c'est-à-dire les antibiotiques et le remplissage, soit vous mourrez parce qu'il n'y a pas de réa derrière. Et les auteurs, alors c'est pas moi qui le dis, c'est les auteurs qui le disent dans le papier, et les auteurs ici ont essayé de faire un protocole de monitorage hémodynamique basé sur la clinique. Et la clinique, c'est quoi ? C'est le monitorage clinique de la volémie, par exemple, en mesurant le diamètre de la veine jugulaire externe. Et là, les auteurs disent, quand la veine jugulaire externe se dilate, j'arrête de remplir. Alors les résultats, ils sont là. Dans le patients qui ont été monitorés par un algorithme basé sur la clinique, les malades ont reçu en moyenne 3,5 litres de fluide. Et dans le groupe, on fait comme d'habitude, les malades ont reçu 2 litres de fluide. Et vous voyez la différence de mortalité, 48% dans le groupe qui ont reçu 3,5 litres de fluide, et 33%
dans le groupe qui ont reçu 2 litres. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'en fait, la mortalité, quand j'ai donné plus de 2 litres de fluide, elle explose. Et donc, je dois avoir conscience que quand j'ai donné plus de 2 litres de fluide, je dois monitorer pour éviter les effets délétères du remplissage. Et dans ce papier, les auteurs disent très bien que les malades meurent d'œdème pulmonaire. Donc, clairement, si je passe plus de 2 litres, je vais avoir des complications liées au remplissage. Et ce qui est un petit peu effrayant, c'est que quand je regarde notre attitude à nous, les toubibs, face au remplissage, ici c'est une étude où vous avez en ordonnée le nombre de fois où un praticien qui a déjà administré 500 de fluide va redonner une 2e poche de fluide. Alors regardez, à gauche de l'image, quand le praticien estime que le patient a répondu positivement, c'est-à-dire que le fluide a fait du bien au malade, vous voyez que dans 50% des cas, il donne une 2e poche. Quand le docteur n'est pas sûr, dans 50% des cas, il donne une 2e poche. Et quand le docteur considère que le malade n'a pas répondu à l'expansion volémique, dans 50% des cas, il donne une 2e poche. Donc en fait, mentalement, on est construit pour remplir, parce que quand on était petit, on nous a expliqué que l'hypovolémie, c'était pas bon. Et c'est vrai. Mais le problème, c'est qu'avec cette façon de réfléchir, on entraîne une surcharge hydrosodée. Donc, un des rôles de l'échographie et du monitorage hémodynamique, en général, c'est de remplir quand il faut, mais aussi d'arrêter de remplir. Et donc, quand vous faites de l'hémodynamique, que ce soit avec de l'écho, un picot, une swan, il y a toujours la même histoire. Vous mesurez des pressions de remplissage ou des volumes intracardiaques, un débit cardiaque et éventuellement une SVO2. Et donc, on sait tous que quand les pressions sont basses, le débit est bas, le malade est vide. On sait tous que quand les pressions sont hautes et que le débit est bas, le malade a plutôt besoin d'inotropes. Et on sait tous que quand un malade est hypotendu avec un débit qui est normal ou haut, c'est que le malade a besoin de vasopresseurs. Et ça, quand on fait de l'hémodynamique, on a toujours tendance à l'oublier et on va essayer d'appliquer ces règles-là à l'échographie. Parce qu'en fait, si on n'arrive pas à appliquer des règles basées sur un raisonnement, ce qui se passe dans la tête des docteurs, c'est ça, c'est-à-dire que vous allez avoir des tas d'indices qui vont s'entrechoquer, et le problème, c'est comment organiser ça dans nos têtes, quel message simple je peux avoir pour savoir quoi faire. Donc, ce qu'il faut se dire, c'est que quand je vais faire du monitorage hémodynamique à l'échographie, je dois faire une coupe apicale 5 cavités, ça c'est la courbe de base, c'est celle qui me permet de faire des Dopplers, et il y a 2 Dopplers qui sont fondamentaux. D'une part, le Doppler mitral, lui, il vous dit pression basse, pression haute, et d'autre part, le Doppler d'éjection sous-aortique, qui va vous donner une ITV sous-aortique, et cette ITV sous-aortique, c'est le volume d'éjection systolique, donc le débit cardiaque. Et avec ça, vous avez un moniteur hémodynamique qui vous dit, est-ce que visuellement le cœur fonctionne? Vous allez voir s'il se contracte, donc ça c'est la fonction myocardique, droite et gauche. Est-ce que le cœur est plein? Est-ce que le cœur est vide? Et est-ce que le cœur éjecte en bonne quantité ou pas? Et ça vous permet finalement de répondre à la majorité des questions. Alors rapidement, le flux mitral, c'est le premier indice sur la volémie. Et il faut retenir que quand j'ai un profil petit e grand A, à gauche de l'image, eh bien c'est que le malade, dans un contexte d'état de choc, est probablement vide. Ça, c'est faux en consultation de cardiologie, mais par contre, quand un patient est en état de choc et qu'il a un profil petit e grand A, il est probablement vide. Et vous voyez que l'onde E et le profil E sur A vont en fait augmenter avec les pressions de remplissage. Et donc, déjà à la louche, quand je fais un profil mitral, je vais pouvoir évaluer grossièrement la volémie. Et comme je vous le disais, il faut avoir des critères pour arrêter de remplir. Et un truc qui est bien démontré, je pourrais vous montrer d'autres diapos là-dessus, j'ai choisi que cette étude-là, elle est très ancienne, il faut à mon sens la connaître par cœur. Quand le rapport E/A est supérieur à 2, dans un contexte d'état de choc, ou pire de dyspnée, c'est Laurent qui vous parlera de ça tout à l'heure, eh bien vous êtes certain, vous avez une valeur prédictive positive de 100% pour prédire que la PAPO est à 18. Donc là, sans PAPO, sans SWAN, vous êtes capable de dire il faut arrêter de remplir. Et donc donner des fluides à un malade qui, comme celui-ci, a un rapport E/A supérieur à 2 et une onde géante à 1,4 mètres secondes, eh bien c'est probablement pas la bonne conduite à tenir. Alors il ne faut pas se contenter du flux mitral, il faut coupler le flux mitral avec une ITV. Parce qu'en fait, quand vous faites du remplissage, le but n'est pas d'augmenter l'onde E, il est d'augmenter l'ITV sous-aortique. Et vous connaissez tous cette courbe de fonction ventriculaire. Et on peut dire finalement que le remplissage vasculaire, c'est d'augmenter donc la précharge qui est en abscisse, les pressions de remplissage télédiastoliques du ventricule gauche,
et d'espérer que l'augmentation de ces pressions va augmenter l'ITV sous-aortique. Et donc, pour un cœur normal, on a une courbe de fonction ventriculaire qui est globalement verticale. Et donc, comme elle est verticale, toute augmentation de précharge doit entraîner une augmentation significative de débit cardiaque, et en l'occurrence ici, d'ITV sous-aortique, puisque je fais de l'écho. Ça, c'est un cœur normal. Et je dois garder en tête que si le malade a une ITV très basse, entre 5 et 10, et que le profil mitral est petit e grand A, comme vous le voyez là, je suis probablement sur la portion verticale, et là, je peux remplir sans risque. Par contre, si j'ai un profil mitral qui devient grand E petit a, et que j'atteins une valeur d'ITV à 20-25, je suis sur la portion horizontale, et là, il y a peu de chances que le malade réponde à l'expansion volémique. Ça, c'est le cœur normal, et ce qui est très intéressant quand on couple l'ON2, le rapport Osura et l'ITV, c'est que je vais pouvoir m'apercevoir quand est-ce que le malade est un insuffisant cardiaque. Ici, c'est un patient, donc c'est la courbe du bas, qui a une insuffisance cardiaque, donc une courbe de fonction ventriculaire qui est globalement plate. Ce malade-là, il ne va pas s'arrêter de répondre à 20 d'ITV, il va s'arrêter de répondre à 15. Et donc, en fait, vous allez le remplir et voir qu'en fait, à 15, il n'augmente plus. Et lui, vous savez que c'est un insuffisant cardiaque et qu'il faut arrêter le remplissage à une valeur de 15, de 16 ou de 14, peu importe. Ce qui est important, c'est que vous faites de la médecine personnalisée. Vous savez que lui, il va s'arrêter de répondre à 13, 14 ou 15. Donc, en fait, quand on fait du remplissage avec l'écho, en couplant l'ITV et le rapport Osura, on reconstruit mentalement des courbes de fonction ventriculaire. Très bien. Jusque-là, je ne vous ai pas donné de recette. Donc maintenant, le futur de l'écho, il arrive, il est là. Je vais avoir la possibilité, grâce à des resseints très simples, de mettre le malade dans certaines cases, vide, pas vide, vasoplégique. Alors la première chose, donc ça c'est une étude assez très intéressante, je trouve, parce qu'en pratique, ça fonctionne. C'est une étude rétrospective. Les auteurs ont fait un truc très simple. Ils ont essayé de faire une courbe ROC pour ici prédire l'hypovolémie, en utilisant l'ON2 et l'ITV sous-aortique. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'ils arrivent à des cut-offs qui sont tout à fait classiques. C'est-à-dire que quand l'ITV est inférieur à 16 et que l'ON2 est inférieur à 0,7 mètres secondes, vous avez une courbe ROC qui est à 0,96 pour prédire que le malade va répondre à l'expansion volémique. Donc là, c'est un premier message. ON2 basse inférieur à 0,7 et ITV inférieur à 16, vous êtes sûr que le malade va répondre à l'expansion volémique. Au contraire, quand le malade est en défaillance ventriculaire gauche, si vous avez une FEVG inférieure à 40, associée à une ITV inférieure à 14, vous êtes quasiment sûr que votre malade a besoin de dobutamine, voire d'une ECMO si ça ne s'améliore pas. Donc ça, c'est très simple, parce que mesurer une ITV et une ON2, ça prend à peu près 2 à 3 minutes pour un opérateur entraîné. Et puis un troisième profil, qui est le profil hyperdébit. Ici, j'ai une ITV supérieure à 20 et un malade choqué. Le contexte clinique est toujours fondamental. J'ai un choc plus une ITV supérieure à 20. Je sais que je dois donner de la noradrénaline ou augmenter la dose si le patient en reçoit déjà. Et donc, ces trois phénotypes, ils vont vous permettre en fait de faire le raisonnement suivant. Quand vous avez un patient qui a une bonne FEVG, une ON2 effondrée à 0,7 et une ITV basse, vous êtes certain que le patient a besoin de fluide. Si vous avez une ON2 géante, une ITV basse et une mauvaise fraction d'éjection, c'est plutôt de la dobutamine. Et si vous avez une fraction d'éjection normale et une ITV très haute, vous savez que la bonne conduite à tenir, c'est de donner des fluides. Et là, maintenant, on commence à avoir des cut-offs qui nous permettent de faire rentrer le malade dans des cases. Alors, je ne dis pas que toutes les situations vont être aussi simples que ça, mais en tout cas, en première analyse, cette façon de raisonner dans les états de choc, elle est efficace. Alors le futur de l'échographie, je vous l'ai dit, c'est aussi de faire du monitorage automatisé. Et ça, c'est vraiment une petite révolution. Je vous ai beaucoup parlé d'ITV sous-aortique. Alors l'ITV sous-aortique, si vous voulez la faire manuellement, il faut donc faire une coupe apicale 5 cavités, mesurer le flux d'éjection ventriculaire, et pour être sûr que vous mesurez bien l'ITV, vous devez avoir 2 critères de qualité. D'abord, vérifier que cette ITV sous-aortique, elle a un spectre laminaire, c'est-à-dire un centre creux. Et deuxièmement, que vous avez un clic de fermeture que vous voyez à l'image. Si vous n'avez pas ces 2 critères-là, vous sous-estimez l'ITV. Et c'est ce qui peut arriver ici. Vous voyez que cette ITV n'a pas de centre creux, n'a pas de clic de fermeture. Et donc la question, c'est est-ce que je jette cette valeur-là ou est-ce que je m'en sers pour raisonner malgré tout? Alors cette valeur-là, vous voyez que l'ITV est à 20, donc on est déjà à une valeur super élevée d'ITV. Donc, même si je me suis planté sur cette mesure, je ne peux que la sous-estimer. Donc là, je sais déjà que le patient est en hyperdébit.
Et la deuxième chose, c'est que si je veux tester la réponse au remplissage et que c'est moi qui continue à faire l'ITV, je ne change pas d'opérateur, en fait, même si je fais une erreur absolue sur cette mesure, la variation, elle va être juste, et donc je peux me servir de ce truc-là qui est faux pour voir la variation après une épreuve d'expansion volémique. Alors, ce qui est intéressant ici, alors ma diapo, voilà, c'est que vous allez avoir des machines intelligentes qui, quand vous faites une coupe apicale 5 cavités, vont vous mettre le curseur de Doppler au bon endroit, c'est-à-dire dans la chambre de chasse, et la machine va attendre que votre ITV sous-aortique est un bon critère de qualité, et regardez bien, quand la valeur va être juste, elle va contourer l'ITV en vert, et une fois que la boîte de recueil du Doppler va être verte et que l'ITV va être contouré en vert, vous allez avoir à gauche de l'image une valeur moyennée d'ITV, et donc vous allez avoir une mesure automatique. Et ça, la machine le fait en 15 à 20 secondes. Et ça doit permettre, et alors ça il va falloir l'étudier, faire des études, à limiter le caractère opérateur dépendant de la mesure des ITV. Et Xavier Bobia a fait ça au laboratoire à la fac chez nous. Il a regardé si ce truc-là, ça marchait sur des cochons. Et en fait, il a montré qu'il y avait une bonne corrélation entre cette mesure automatique et la mesure réalisée par l'expert. Alors, ce qui est intéressant également, c'est que quand vous allez mesurer ces ITV de façon automatique, la machine va vous montrer l'évolution dans le temps de cette ITV, et cette évolution dans le temps, elle va vous servir à regarder si votre malade est finalement répondeur ou pas répondeur à l'expansion volémique. Donc vous avez cette cartographie de la réponse qui s'affiche et qui est très intéressante. Et ça, c'est assez important parce qu'en fait, si je mets ici le temps, donc ça c'est une étude qu'on a faite avec Laurent et Claire Roger, si je mets ici le temps, vous voyez que je vais commencer à remplir à T0 et à T10, j'ai fini la poche. Et vous voyez qu'il y a 3 types de malades. Les malades en noir, c'est les non-répondeurs. Je leur ai passé 500 de fluide et ils n'augmentent pas leur ITV. Ensuite, vous avez des patients qui sont ici. Et ces patients, on les appelait les répondeurs persistants. En fait, eux, ils augmentent leur ITV au début. Et dans le temps, cette ITV reste stable. Et en fait, c'est eux qui répondent vraiment à l'expansion volémique. Et donc, ce qui est important de regarder, c'est est-ce qu'ils ont répondu tout de suite, et surtout, est-ce qu'ils gardent le fluide dans les vaisseaux. Et donc, ces moyens d'automatiser l'évolution de l'ITV dans le temps sont importants, parce que ce malade qui garde une ITV augmentée, lui, on a eu raison de le remplir. Et par contre, regardez la courbe grise, on a des malades qui sont des répondeurs persistants, ils augmentent tout de suite, et puis ensuite, ils se cassent la figure en ITV, ça c'était pas des malades en choc hémorragique, ils se cassent la figure en ITV simplement parce qu'ils sont poreux et qu'ils ont une fuite capillaire. Et eux, probablement, c'est une erreur de continuer à les remplir. Donc, tous les outils qui pourront nous permettre de regarder comment le patient se comporte dans le temps en termes d'ITV vont nous permettre de mieux gérer le remplissage vasculaire. Alors ensuite, vous avez des outils tout à fait fabuleux, d'évaluation, d'automatisation de la fonction myocardique, c'est le strain. Donc le strain, c'est très simple, vous allez prendre, la machine va suivre des petits morceaux de myocarde dans le temps, en diastole et en systole. Elle va appliquer la formule suivante, longueur systolique moins longueur diastolique, donc la petite moins la grande divisée par la petite, et elle va vous donner une valeur que vous avez ici, qui est une valeur de strain global. Donc cette valeur de strain global, qui est à moins 19%, en fait, elle reflète la fonction systolique du malade. Et pendant des années, on nous a dit qu'il faut faire de la fraction d'éjection. Eh bien, à l'heure actuelle, et dans les années qui viennent, on va s'occuper du strain. Et plutôt que de parler de fraction d'éjection, on va dire le malade a un strain à moins 18. Alors, c'est une valeur qui est négative parce que c'est la petite moins la grande divisée par la petite. Et là, en fait, j'ai un outil qui est assez fabuleux parce qu'il est automatisé. Deuxièmement, il a un code couleur qui me permet de voir tout de suite à l'œil que le malade a une fonction systolique normale, puisqu'en fait, quand c'est rouge, c'est que le malade a une fonction systolique normale. Et en plus, je peux faire de la fonction segmentaire. C'est-à-dire qu'ici, vous voyez qu'il y a une zone qui est sur la gauche de l'image un petit peu rose. Eh bien, cette zone un petit peu rose, peut-être que c'est une hypokinésie segmentaire. Donc, je vais faire ça en 4 cavités. Je vais faire ça en 2 cavités ici. Et je vais pouvoir avoir une mesure automatisée de la fonction myocardique systolique.
Et la machine va me donner non seulement le strain, donc vous avez le strain global qui s'affiche ici, mais si je clique sur la fonction fraction d'éjection, je peux avoir dans le même temps une fraction d'éjection immédiate. Donc si vous êtes perturbé par le strain et que vous voulez continuer à raisonner avec la fraction d'éjection, vous pouvez avoir par cette technique, dite de speckle tracking, une fraction d'éjection automatisée. Et ça prend quelques minutes. Et puis, si vous ne croyez pas la machine, vous avez votre mot à dire, puisqu'ici, je peux très bien dire la machine n'a pas fait correctement le tracking, je peux bloquer l'image et corriger le tracking. Donc la machine n'est pas abandonnée à elle-même et l'opérateur a son mot à dire. Et vous pouvez le faire dans tous les segments du myocarde, c'est-à-dire que vous pouvez dire à cet endroit-là, la machine s'est plantée pour faire la mesure, et donc je corrige la mesure, parce que moi, Toubib, j'ai mon mot à dire, encore une fois, sur ce que fait la machine. Et donc, une fois que vous avez fait ça, en coupe apicale 4, 2 et 3 cavités, vous allez avoir ce qu'on appelle un œil de bœuf. Et cet œil de bœuf, c'est une cartographie de la contractilité myocardique dans tous les segments. Et donc, tant que j'ai du rouge, comme ici, j'ai une fonction ventriculaire gauche qui est normale et homogène. Et si j'avais une plage bleue à un endroit donné, par exemple en haut de l'image, eh bien, si j'avais du bleu en antéroceptal, je pourrais suspecter que ce malade-là a une fonction de son artère coronaire IVA altérée, et peut-être que ça devrait indiquer une coronarographie. Et puis, ce qui va arriver, c'est des sondes magiques. Vous allez poser la sonde en apicale, et grâce à une acquisition volumétrique des images, la machine va pouvoir vous faire toute l'écho en une seule coupe, et vous donner toutes les coupes que vous voudrez en une seule acquisition. Des coupes transversales comme là, mais aussi des coupes longitudinales. Donc ça commence à arriver, ça reste très cher, mais vous aurez des sondes d'écho qui vous feront de la 4D, c'est-à-dire de l'écho 3D en temps réel, et qui pourront vous donner d'emblée toutes les coupes. Donc vous ne serez pas obligé de faire parasternal, petit axe, grand axe, apical, 5 cavités, sous-costale. En fait, avec une seule sonde, vous aurez toutes les coupes. Et évidemment, en faisant ces acquisitions globales en une seule coupe, vous aurez aussi du strain automatisé. Donc ça va arriver, et ça va probablement nous simplifier la vie. Petit rappel, hein, le strain normal, c'est moins 14 à moins 22%. Alors pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, quand vous allez voir un strain qui est supérieur à moins 14, ça faut bien se le mettre en tête. Tout le monde a conscience qu'une FEVG normale, c'est 55%. Ben, un strain anormal, c'est moins 14. Et les ennuis commencent à moins 14. Et ici, c'est de la cardiologie. Vous voyez que les patients qui ont un strain supérieur à moins 14, c'est-à-dire un strain altéré, ont une mortalité qui est bien différente, significativement différente, des patients qui, en haut, ont un strain normal. Ça, c'est de la cardio. Et en réa, on a strictement les mêmes valeurs. Là, je suis à moins 13, mais c'est la même façon de raisonner. Dans le choc septique, quand le strain approche la valeur de moins 13, en fait, j'ai une surmortalité, et peut-être que ce sont des malades pour lesquels il faut faire quelque chose sur la fonction myocardique. Une seule chose à retenir, ça c'est l'équipe de Marseille qui a montré ça, c'est que je ne dois pas faire du strain tant que le malade n'est pas correctement rempli, parce que le strain est précharge dépendant. Donc quand je mesure un strain, ça sous-entend que j'ai normalisé la volémie auparavant. Donc attention, le strain est, précharge dépendant. Et puis, ce que je vais pouvoir faire, et qui va être automatisé, c'est faire de l'écho pulmonaire, mesurer les lignes B, je pense que vous connaissez tout ça, Laurent va rentrer dans les détails. Ligne B bilatérale, c'est plutôt de l'OAP ou du SDRA. Ligne B unilatérale, c'est plutôt de la pneumonie ou de la contusion. Et je sais que quand je couple l'écho cardiaque, c'est-à-dire l'ITV, l'onde 2, la fonction systolique et les lignes B, je vais arriver à mieux faire le diagnostic d'œdème aigu pulmonaire et à mieux faire le diagnostic de pneumonie. Donc le couplage de ces lignes B et de l'écho cardiaque me permet d'améliorer la performance diagnostique. Et ce qui est intéressant dans le futur de l'écho, c'est que vous avez des machines qui maintenant vous repèrent et vous comptent les lignes B. Et donc à chaque spot que vous allez faire, la machine va compter les lignes B et elle va vous rendre un compte-rendu qui va ressembler à une radio du thorax. Et moi, les chirurgiens thoraciques, chez moi, ils sont, enfin chez moi, c'est pas chez moi d'ailleurs, c'est dans le service, nous demandent des radios du thorax parce qu'ils ne croient pas à l'écho thoracique uniquement parce qu'ils n'ont pas de compte-rendu et qu'ils ne peuvent pas voir ce qu'on a fait. Et en fait, ce que propose l'industrie, c'est des comptes-rendus qui sont de ce type-là, que vous pourrez afficher dans votre dossier, et le chirurgien pourra voir quel était le résultat de l'échographie. Donc ça va permettre de compter les lignes B, d'établir des scores et d'avoir une traçabilité et de l'évolution de votre malade en termes d'échographie thoracique. Et puis je vais finir par les algorithmes, hein. Trouver le bon algorithme. Alors une écho thoracique, c'est d'abord tout regarder au niveau. J'ai pas le temps de détailler ça, bien sûr.
mais c'est surtout adopter une démarche graduée. Alors quand j'ai un état de choc, je vais faire pour le début de mon analyse une recherche de tamponnade. C'est le plus simple, c'est le plus visible, mais des fois, quand on a le nez dans le guidon, on peut passer à côté d'une tamponnade. Donc la tamponnade, c'est autour du cœur, je vais commencer par ça. Évidemment, dans un état de choc, si j'ai des critères de tamponnade, c'est-à-dire un gros épanchement péricardique, une grosse veine cave et un collapsus du VD, là, je vais drainer, mais finalement, la tamponnade, c'est un truc assez exceptionnel. Je vous ai dit que 100% des malades recevaient des fluides. Donc la première question que je dois me poser, c'est est-ce que je dois donner des fluides aux malades? Et quand on a un profil où on a comme ça des ondes basses, un rapport osseux bas, une ITV basse et l'absence de ligne B à l'échographie pleuropulmonaire, là je suis quasiment tranquille pour dire que mon malade peut être rempli. Si, à contrario, j'ai une onde géante, un rapport osseux géant, une mauvaise fonction systolique, une ITV basse et des lignes B bilatérales, évidemment ce malade-là, il faut arrêter de le remplir, il ne faut pas le remplir, il faut lui donner des inotropes, du Lasibix, voire lui mettre une ECMO. Et puis très souvent, quand même, je vais être dans la zone grise, c'est-à-dire des valeurs intermédiaires, et là, il va falloir que je fasse autre chose. Premier truc à faire, c'est regarder la veine cave. Si la veine cave se collabe, vous pouvez remplir. Attention, si la veine cave ne se collabe pas, vous ne pouvez strictement rien dire. Mais si elle se collabe, que le malade soit ventilé ou pas, vous pouvez donner des fluides. Si la veine cave ne se collabe pas, vous pouvez rien dire, vous avez autant de chances que le malade soit précharge dépendant qu'il soit déjà en limite de réserve de précharge. Là, vous allez devoir tester la réponse à l'expansion volémique, et vous avez la tester avec le test de votre choix, levée passive de jambes, mini fluid challenge, épreuve de remplissage conventionnel, test d'occlusion télé-expiratoire si le malade est ventilé, peu importe, c'est une question de religion, j'allais dire. Vous testez la réponse à l'expansion volémique, et de deux choses l'une, soit l'ITV n'augmente pas de plus de 10 à 15%, et vous êtes plutôt en ambiance, j'arrête les fluides, je mets des inotropes et des diurétiques, et si par contre votre ITV augmente avec l'une ou l'autre de ces manœuvres, eh bien c'est que votre patient doit continuer à recevoir des fluides. Et puis, dernière chose, si j'ai un patient choqué avec une ITV au plafond, à 20, eh bien je sais que ce malade-là doit recevoir de la noradrénaline, ou je dois augmenter la NORAD si j'ai pas l'effet clinique attendu. Donc voilà un algorithme. Pour être honnête, cet algorithme il n'est pas encore validé, mais pour les raisons que je vous ai expliquées précédemment, je pense qu'on peut compter sur ce type de raisonnement. Alors est-ce que tout ça a un effet sur le pronostic? J'aurais adoré vous montrer une grande étude randomisée qui montre que ce truc-là sauve des vies. Pour l'instant, je ne l'ai pas. On essaye, mais on n'y est pas arrivé. Alors peut-être que ça va arriver. Mais ce qu'il faut bien que je garde en tête, c'est que si je compte sur les signes classiques de volémie pour guider les fluides, j'en ai parlé tout à l'heure, et c'est ce que font en général les praticiens, c'est ce qu'on fait tous. Dans 80% des cas, je regarde les marbrures, la pression artérielle, la fréquence cardiaque. Je sais que cette approche-là de la volémie, elle va me conduire à une erreur dans 50% des cas. Donc, faut faire de l'écho. Et en fait, quand on regarde ce que les gens font en termes de monitorage hémodynamique et d'écho, ben on s'aperçoit qu'avant de remplir, les gens font de la pression veineuse centrale dans 2% des cas, du delta PP dans 10% des cas, et de l'échographie cardiaque dans 2% des cas. Donc en fait, on sait tous que de monitorer, c'est bien, mais en pratique, quand on est seul, on ne le fait pas. Donc la première chose, dans l'avenir, ce sera d'arriver à faire entendre aux gens qu'il faut monitorer. Et il faut monitorer par écho, parce qu'on commence à avoir des signaux qui montrent que peut-être le monitorage échographique à la phase aiguë d'un état de choc a un effet sur le pronostic. Alors ici, c'est une étude de cohorte, 7000 malades. Vous en avez 3005 qui sont monitorés par écho et 3005 qui sont monitorés sans écho. Et avec 5 modèles statistiques différents, les auteurs montrent que le monitorage basé sur l'échographie diminue la mortalité. Donc c'est pas une étude randomisée, c'est du rétrospectif, mais 7000 malades quand même, et on va avoir des études randomisées ou quasi randomisées qui vont sortir dans les années qui viennent. Bien. Alors pour finir, je vais regarder les guidelines. Qu'est-ce qu'on me recommande à l'heure actuelle? Dans un choc ici septique ou traumatique, on me dit faut pas mettre de Swan ni de Pico parce que le niveau de preuve est pas bon et qu'on n'a pas d'études qui montrent que la Swan, le Pico ou le Vigileo sauvent des vies. Et les auteurs me disent il faut faire de l'écho parce que c'est pratique à utiliser et c'est recommandé par les experts.
Donc finalement, quand j'ouvre un bouquin, on me dit il faut faire de l'écho à la phase aiguë. Et si je prends ici une autre revue de littérature, un papier d'opinion avec que des auteurs extrêmement fameux du monde entier, tout ce panel d'experts nous disent la première chose à faire dans un état de choc, c'est de mettre une voie centrale, une artère, et de faire une échocardiographie. Et puis si on n'a pas la réponse avec ça, on met la Swan, le Pico ou le Vigileo. Donc il est bien admis maintenant que l'échocardiographie est le premier pas dans l'analyse hémodynamique. Ok, il faut le faire, mais si je n'ai pas un algorithme pertinent, c'est pas parce que j'ai appliqué un moniteur que je vais améliorer le pronostic. Ce qui améliore le pronostic, c'est pas l'écho, c'est pas le Pico, c'est la façon de se servir de l'outil. Donc n'oublions pas que les machines n'ont pas de cerveau et qu'il faut rester conscient de leurs limites. Merci à tous. Merci beaucoup Laurent, je crois que c'était exceptionnel. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? N'hésitez pas. Alors là, en gros, si on résume, en attendant qu'il y ait des questions, des machines de plus en plus complexes pour des interprétations de plus en plus simples, c'est ça ce que l'avenir, tu penses? Oui, tout à fait. L'histoire nous a montré que toutes les techniques complexes n'étaient pas appliquées par les gens parce que c'est trop difficile à utiliser en situation aiguë. Donc je crois que le seul moyen qu'on aura d'améliorer le pronostic, c'est d'utiliser des trucs hyper simples. Mais ces trucs hyper simples, il faudra qu'ils soient ultra robustes. Donc le boulot qu'on a, c'est finalement d'arriver à extraire ce qui est simple et robuste de toutes les innovations technologiques que nous proposent les constructeurs. Mais le strain, si on prend que le strain, c'est ultra facile à faire. Quand on a compris comment le faire, un strain, ça prend 30 secondes. Compter des lignes B de façon automatique, ça prend 30 secondes. Mesurer une ITV de façon automatique, ça prend 30 secondes. Donc là, on a l'impression, pour une fois, que les outils, ils vont vers la simplicité. Des questions? Il faut le brancher. Vous m'entendez? Super. Donc en fait, il faut passer le cube. Moi je l'envoie à distance dès qu'il y a une question et puis après il faut qu'il remonte d'étage en étage pour poser des questions. Vous voulez pas l'essayer? Il n'y en a pas un qui veut tenter le coup? C'était un bout. Ouais. Mais, Laurent, je les ai sidérés là. Ah. Attends, je le lance. Super, c'était vachement dur. Merci. Donc juste pour depuis 2001 où on disait qu'il y avait 100% de remplissage, 50% d'inotrope et 30% de vasopresseur, on en est toujours pareil actuellement. Oui, tout à fait. En fait, entre Rivers, c'est ce papier-là, voilà, celui-là, fait allusion, un papier d'Emmanuel Rivers. En fait, les comportements vis-à-vis des fluides n'ont pas trop changé. Et les enquêtes de pratique que je vous ai montrées, alors je l'ai montré rapidement cette diapo, mais là où les docteurs donnent la poche quelle que soit la réponse, c'est une étude publiée en 2015 qui a été faite dans toute l'Europe. Et en fait, on est encore une fois transi de passer à côté d'une hypovolémie. Mais en fait, on les rate jamais les hypovolémies. Alors, pourquoi est-ce que pourtant l'écho, ça fait en pulmonaire, cardiaque, c'est quand même quelque chose qui a plus de 10 ans maintenant, enfin même en soins intensifs. Je pense que pas mal de gens se sont investis dedans. C'est du temps qui pose problème ou c'est on ne croit vraiment pas en fait à ça? Qu'est-ce qui pose problème? Je pense qu'il y a un peu le temps. Parce que c'est vrai que d'aller chercher la machine et l'installer, ça pose problème. Donc là, il y a un vrai enjeu technologique de nous proposer des machines qui s'allument, qui s'éteignent pas, qui s'allument tout de suite et qui sont étroites pour les passer dans les chambres. Donc il y a de ça. Et puis, je crois fondamentalement, parce que je l'entends dire, la phrase qui tue, je pense, c'est « Écoute, tu vas pas faire une écho à 4 heures du matin quand le malade pisse pas. Tu donnes des fluides. » Ok, donc on a du boulot encore. Donc, faut simplifier et il faut convaincre tout le monde que ce truc-là, ça marche. Le volume courant, ça a marché. Une fois qu'on nous a montré des études qui montraient que quand je ventile à 10 000 kg de volume courant en réa, comme au bloc opératoire, il y avait une surmortalité, je pense que dans toutes nos unités, le volume courant, il est passé de 10 à 6. Ouais, mais là, il faut faire la même chose. La faisabilité était peut-être plus simple. La faisabilité était totalement différente. Ouais, alors c'est intéressant. La faisabilité est simple, mais
Si je regarde en fait les grandes méta-analyses qui ont été faites, enfin les grandes études randomisées, les grandes méta-analyses qui ont été faites au bloc opératoire. Au bloc opératoire, si je monitore pas l'hémodynamique, je sais que la mortalité va augmenter sur les malades à haut risque. Et ce signal sur « je me suis compliqué en pérope et j'ai une surmortalité », le signal il est encore visible 15 ans après. Ça c'est un papier d'Andrew Rhodes qui est assez percutant. Et cette complication liée à l'absence de monitorage hémodynamique qui entraîne une surmortalité, elle est telle qu'en Angleterre, si vous ne mettez pas un Doppler œsophagien dans une chirurgie majeure et que le malade complique, c'est pour votre pomme. Donc on sait au bloc opératoire que le monitorage hémodynamique du débit cardiaque, ça diminue la mortalité, et pourtant on a du mal à l'implémenter. Parce que c'est probablement un peu plus difficile à faire que le volume courant, mais il faut tous se convaincre que limiter l'administration des fluides peut limiter les complications. Qui c'est qui avait levé la main? Hop. Regardez bien tout ça. Un peu court. Excusez-moi, ce qui est frustrant, c'est pas le fait de se lever à 4 h du matin et de faire une écho, c'est d'avoir à faire des mesures en continu, parce que l'échographie, c'est bien, ouais, mais ça donne un état hémodynamique à un instant T. Ouais. Et le problème, c'est que, ok, vous avez rempli, vous avez vu, mais il faut refaire une échographie de contrôle, ouais, et il faut la surveiller tout au long de la nuit. L'idée, c'est d'avoir une sonde d'écho qui est collée sur le cœur et qui nous surveille en continu, l'ITB sous-aortique et le rapport E sur A. Ouais, tout à fait. Donc l'image, c'est bien une fois, mais il faut le faire régulièrement. Ben, en fait, d'où l'intérêt des débits continus, quoi. Ouais, alors, les débits continus, vous en mettez? Moi, sur un état de choc, je fais l'écho, ouais, et je mets un autre monitorage associé. Et après, le débit continu, vous le faites surveiller par qui? Par les infirmières. Ouais, et donc quand le débit chute, elles ont un algorithme pour... Elles ont un algorithme, elles vous appellent. Et elles vous appellent. Parce que le problème de l'écho, c'est super, mais il faut régulièrement en refaire, quoi. Oui, tout à fait. Donc, il n'y a aucune étude randomisée en réa qui montre que de faire du débit cardiaque continu améliore la mortalité. Toutes les études qui ont été faites avec la Swan, qui est quand même le moniteur le plus robuste, méta-analyse de champ en 2005, ont montré pas d'impact. Parce qu'en fait, quand vous avez un moniteur continu, souvent, les gens ne savent pas s'en servir, c'est ce qui avait été montré avec la Swan. Et deuxièmement, le défaut du monitorage continu, c'est que vous allez avoir l'index cardiaque qui passe de 3 à 2,6. L'infirmière vous appelle. Vous n'avez pas encore le lactate. Le malade a une SVO2 normale, mais on sait que la SVO2 dans le sepsis, ce n'est pas un bon critère. Donc vous allez réagir à une petite chute de débit qui peut-être n'abîme pas le malade, parce que si on veut savoir si elle l'abîme, il faut faire du lactate, et vous allez peut-être surréagir à un événement qui n'est pas pertinent. Non, ce que je veux dire par là, c'est que le débit... J'en termine. Et la deuxième chose, c'est qu'en fait, quand l'infirmière vous appelle, vous n'allez pas forcément vous lever pour venir voir le malade, vous allez dire le débit cardiaque est à temps, et vous allez donner une consigne à l'infirmière. L'avantage de l'écho, c'est que ça oblige le docteur à venir voir le malade. Et quand on est à côté du malade et qu'on fait l'écho, en fait, et Laurent en parlera, on prolonge l'examen clinique. Ça nous permet de venir voir ce qui se passe. Et donc, je ne suis pas sûr qu'un moniteur continu, ça serve quand tout va bien. Je suis entièrement d'accord. Ce que je voulais dire, c'est que juste ça alerte le médecin et l'infirmière. C'est-à-dire que dès l'instant où vous avez une variation d'un des paramètres hémodynamiques, ça alerte le médecin et là, il refait l'échographie. C'est ça que je veux dire. Oui, donc en fait, je ne suis pas sûr que le débit cardiaque bouge très précocement avant les signes cliniques. Ça, faudrait le démontrer. Ça n'a jamais été vraiment démontré. Je vais vous donner une anecdote. Là, il y a 15 jours, impossibilité de mettre un picot, malade catastrophique, choc septique, SDRA, un mal échogène. Donc on me dit exactement ça. Comment on va faire pour monitorer parce que le malade n'est pas échogène? Je mets une Swan. Je reviens le lendemain et le malade n'avait plus de Swan. Bien. Je cherche, qu'est-ce qui se passe? Vous avez enlevé la Swan? En fait, la Swan, elle y était, mais on l'avait mise derrière le malade, et on avait éteint le moniteur et plus personne ne la regardait. Voilà. Peut-être qu'il n'y a que chez moi que ça se passe comme ça, hein, mais en fait, quand vous mettez un moniteur continu, il faut être sûr que les gens vont le regarder. L'infirmière avait des consignes et c'était pas regardé. Picot, vous allez mettre un picot en Vigiléo, il faut étalonner
la thermodilution continue. Et en fait, on s'aperçoit que les thermodilutions continues, elles sont rarement étalonnées de façon précise. Donc, moi, je suis d'accord pour qu'on fasse du moniteur continu, mais ça demande un boulot qui est finalement pas si anodin que ça. Moi, c'était plutôt en association. Oui. En association, mais je suis tout à fait d'accord avec vous. Ouais. L'éternel débat du continu et de l'intermittent. Juste, Laurent, d'un point de vue plus pratique, donc on est tous d'accord que l'intérêt de monitorer le débit cardiaque, c'est clair qu'il faut le faire en post-opératoire, en réa, en salle de réveil. Est-ce que tu penses que l'échographie cardiaque et l'échographie pleuropulmonaire peut avoir une place en pair-opératoire durant la chirurgie? Honnêtement, je crois pas. Je crois pas, sauf dans le cas où il se passe un événement aigu et où on veut avoir, c'est ce que vous venez de dire, hein, avoir une réponse sur est-ce que le malade a fait un infarct, a fait une embolie pulmonaire ou fait une tamponnade. Mais pour le monitorage en continu au bloc opératoire, je pense que c'est pas un bon outil pour les raisons qui viennent d'être évoquées. Et là, un pulse contour, un Doppler œsophagien font largement le job. Alors moi, j'aurais une petite question vraiment pratique. Donc, dans ton algorithme, parce que c'est passé un peu vite et j'ai pas complètement... à quel moment tu vas, entre le remplissage et l'utilisation d'inotropes, de vasoconstricteurs, tu parles de la noradrée, c'est à quel moment tu vas introduire notamment la noradrée dans l'algorithme? Tu en as parlé, hein, mais c'était juste parce que j'ai pas complètement saisi. Forcément, l'algorithme, il est simpliste. Donc, le premier truc sur la norade, c'est la pression artérielle diastolique. On donne des vasopresseurs pour augmenter la pression artérielle diastolique, qui est un facteur indépendant de mortalité. Donc, je donne de la norade dès que la PAD est inférieure à 45. Le problème, c'est quand j'ai mis ma PAD supérieure à 45, je ne suis pas sûr que le niveau de PAD et de PAM soit optimal. Et en fait, le niveau de PAD et de PAM sont optimaux, quand il me donne une ITV correcte, ni trop élevée, ni trop basse. Donc je donne ma norade. De deux choses l'une, soit j'ai normalisé l'ITV et le lactate et je m'arrête là, soit j'ai donné de la norade et je vois que j'ai toujours une instabilité hémodynamique et je dois augmenter les doses de norade parce que le malade n'est pas bien. Là, il y a deux réponses. Soit j'augmente la norade et l'ITV se casse la figure. Et là, je sais que je suis en train d'aggraver le malade et que peut-être il faut lui donner des inotropes. Mais si je vois qu'en montant la norade, l'ITV reste élevée, voire qu'elle continue à monter, c'est bien que le malade est vasoplégique et donc je suis tranquille pour augmenter la norade. Voilà. Parce que des fois, il y a des malades qui ont besoin de beaucoup de norade. Alors, je ne vais pas rentrer dans est-ce qu'il faut associer les vasopresseurs, parce que ça va venir aussi. Des fois, quand les malades ne répondent pas aux vasopresseurs, on va associer. Mais en tout cas, quand un malade est hypotendu et qu'il garde une ITV élevée, ça veut dire que je peux augmenter la norade sans problème. Et ça marche en réa comme au bloc opératoire. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, bah super. Laurent, pardon. Question. Alors, attention, parce qu'il y a 3 Laurent, là, ça va être compliqué. Hein. Kaiser, alors. Est-ce que sur les nouvelles machines, tu penses que les algorithmes tels que tu viens de les proposer vont être intégrés, ou est-ce que tu penses que les constructeurs vont être frileux à mettre des algorithmes? J'en sais rien, il faudra leur proposer et voir comment ils réagissent. Mais oui, je pense qu'il faut essayer d'embarquer sur les machines le plus possible d'outils qui permettent de raisonner. Après, attention, tous les malades ne rentreront pas dans les cases. Et il y aura des moments où le malade ne sera pas dans l'algorithme, il faudra conserver une certaine expertise. Mais oui, je suis assez favorable à ce qu'on donne des façons de raisonner. Le biologiste nous donne souvent, à côté du résultat biologie, la valeur normale, et il nous dit même pour la tropo comment l'interpréter. Donc sur une machine d'échographie, on peut donner la valeur normale d'ITV et des indications simples sur son utilisation dans les situations les plus courantes.